Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau repo de démo qui va nous permettre d'améliorer notre workflow, notamment sur Docker, mais aussi capitaliser sur les feedbacks de la première démo pour faire mieux. On va également remplacer l'agent dev par un agent dev back et un agent dev front spécialisé sur les stacks choisis dans ce projet. On va se rendre compte de l'impact sur l'implémentation par rapport à l'agent dev générique. Au niveau de la stack, on va partir sur du Django avec du Python pour le back, du Vue.js pour le front-end, et on garde une DB Postgres et une conteneurisation. Alors côté amélioration, on va d'abord parcourir la nouvelle instruction liée à Docker pour que le système soit plus efficace. On va condenser le feedback précédemment généré pour être efficace dès le début du projet. On va créer les deux agents spécialisés, donc back-end et front-end au lieu du générique. Et on va aussi modifier le workflow de façon à ce que ces deux agents soient pris en compte. Ok, donc c'est parti, allons voir les instructions Docker. Je vais mettre en version lisible. Ok, donc ce qu'on a fait, c'est que au niveau du front matter, là dans le markdown, on a donné un nom, une petite description pour que l'IA comprenne à quoi sert ce fichier, et les fichiers sur lesquels appliquer, quand est-ce qu'il faut appliquer cette instruction. Donc ça veut dire que dès que l'IA va toucher à un Dockerfile ou à un .yaml ou un .docker ignore, elle va pouvoir s'appuyer sur cette instruction. Au niveau du contenu, je l'ai fait générer par une IA, pour être honnête. On va le relire ensemble et on va voir s'il y a des choses à ajouter. Donc, on part du postulat que la machine hôte, donc mon ordinateur, il n'a que Docker. Ça veut dire qu'il n'a pas Node, il n'a pas Python et tous les package managers potentiels. Donc dès qu'on devra faire quelque chose, il va falloir obligatoirement passer par un Docker Compose exec, le conteneur en question, et lancer les tests ou le build. Donc interdit de faire un npm run test directement. Au niveau de la structure des fichiers Docker, donc on précise que chaque service, donc pour nous par exemple back et front, on aura un Dockerfile, un Docker ignore. À la racine, on aura un Docker Compose YAML. Le Compose prod, pour l'instant, on pourrait s'en passer parce que c'est pas le sujet. On a le .env et le .env exemple. Ok. Le Dockerfile, je vais demander à ce qu'il soit toujours multi-stage. Ça veut dire qu'on a un seul Dockerfile pour générer une image de développement local et une image de production. Donc en gros, à quoi ça correspond? Ça correspond à ça. Moi, je vais utiliser pour développer sur mon ordinateur la target dev. Donc en gros, il va faire que ça. Il va simplement définir le word-dir, copier le package.json. Là, on est sur du Node.js, mais peu importe. Lancer l'installation des packages, exposer le bon port et lancer la commande qui va permettre à mon compose de servir en mode dev. Par contre, si je suis en mode génération d'une image de production, dans ce cas-là, on va pas forcément préciser, ou alors on va préciser as final comme il le fait là, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais il se dit tiens, il faut que je fasse ça, donc il va aller chercher des fichiers du stage build. Pour faire le build, il a besoin de partir de dev, donc il va faire ça sans la commande. Il va ensuite copier tous les fichiers de code, il va faire le build, et enfin il pourra copier les fichiers du build. Tac tac tac, il continue son petit travail, il importe les dépendances sans celles nécessaires au dev, et voilà, on aura notre image complète, prête pour la prod. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. On impose de mettre un Docker ignore, c'est une bonne pratique. Donc là, il évite de copier les nodes modules dans le conteneur. Tout ce qui est build, tout ce qui est .env, ok, très bien. Au niveau du Docker Compose, moi ce que je veux, c'est que quand je suis en développement, je veux avoir le hot reload qui fonctionne. Ça veut dire que si je modifie mon appli Node.js ou même front, si je tape un nouveau texte, je veux le voir apparaître en live dans mon navigateur. Donc pour ça, on va être obligé d'utiliser les volumes. C'est du classique en Docker.
Donc on lui précise bien d'utiliser les volumes et pas de faire un copy point comme il avait fait sur l'ancien Dockerfile. Ça figeait le code source dans le conteneur et c'était pas très pratique pour nous. Alors pour une IA qui code, ok, mais nous après si on passe en mode debug, c'est carrément relou. Donc là il lui donne un peu plus de choses. Là il l'a fait un petit peu en mode pour un humain. Bon, peu importe, on pourrait l'ajuster un petit peu. Mais il lui donne toutes les contraintes que l'on a besoin. Et ensuite il fait une liste aussi des commandes, ça c'est assez important pour que l'IA elle perde pas du temps à essayer de trouver la bonne commande qui fonctionne. Et surtout qu'elle ne nous pose pas de questions. Si on veut lancer des tests, tu fais ça. Si on veut lancer un build, tu fais ça. Blablabla. Le compose prod on le laisse, mais au final on n'en a pas vraiment besoin. On lui donne une petite bonne pratique sur les variables d'environnement. Et on utilise un env-file dans le compose en pointant vers le point env. C'est plus simple que de spécifier les variables d'environnement comme ça. Pas de valeur hardcodée dans le Dockerfile, ok. On lui impose de faire des else check, mais ça on l'avait vu, il l'avait déjà fait correctement. Et enfin on a notre petite checklist pour vérifier que tout est ok. Maintenant on va regarder ce qu'on avait dans le fichier feedback généré précédemment dans la démo numéro 1. Donc là on a les trucs à renforcer. Ici on a un pipeline complet sans saut d'état. Ok, est-ce que ça sert vraiment de le renforcer? Je pense pas, sachant qu'en plus notre workflow on va le faire évoluer un petit peu. Je le supprime. Test livré en même temps que le code. Non, peu importe, ça on s'en fout un peu. Conformité domaine vérifiable dans le code. Code couleur, tri statut par défaut. Tout est directement lisible dans le code sans lecture de doc. Ok, ça pourquoi pas, on va le laisser. Moi je vais juste enlever le lien vers la fit 001 qui n'est plus du coup dans le même projet. Dans les comportements à éviter, donc gitignore absent au démarrage, ça il faut le garder clairement, c'était hyper utile. Éviter des variables d'environnement qui ne sont pas prises en compte lors du build. Techniquement, grâce à nos instructions Docker, il devrait s'en dépatouiller tout seul. On va l'enlever pour voir. Fallback credential hardcodé dans appmodule.ts. Ça va pas nous concerner parce que du coup on va être sur du Python. Choix sécurité, course credential non tracé dans l'ADR dès la phase lead. Peu importe ça. Voilà. Donc là c'est un peu différent parce qu'on part sur un nouveau projet, une nouvelle stack. Donc on garde pas grand chose, mais notamment le gitignore qui était vraiment important de ne pas l'oublier et avoir une lecture de code facilitée par rapport à domaine.md, ça c'est cool. On va maintenant créer les deux agents. Pour ça, on va pas les créer à la main parce qu'on ne crée jamais rien à la main. On voit ici, il nous dit d'utiliser un outil create agent pour en créer un nouveau. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais faire un / create agent et je vais lui dire je veux un dev front expert en Vue.js. On peut lui rajouter il doit également être affûté sur les sujets du X et capable d'intégrer des animations organiques discrètes. Voilà, c'est un petit exemple de comment on veut orienter notre agent. Donc il va lire ses propres skills, ça c'est propre à Copilot. Ensuite il regarde sa skill de création d'agent, ok. Alors est-ce que je l'autorise à lire un répertoire externe? Non, je skip. Je sais pas ce qu'il voulait aller voir, donc on va pas lui laisser. Ah, il va me le créer dans user level. J'aurais dû lui préciser de le créer ici. Bon, c'est pas grave. On va voir le fichier, on le copiera. C'est pas très gênant. Ok, donc là il me demande s'il peut du coup créer un fichier dans library user prompt. On va lui dire ok, fais ce que tu veux. Donc il nous dit ce que l'agent fait, développe les composants en Vue 3, script setup, composable, Pinia, router avec TypeScript par défaut.
Alors Vue.js ça remonte à loin, mais utiliser Pinia comme state, ça a l'air bien, ok. Pense UX avant de coder, feedback, ok. Intègre des animations organiques discrètes avec une hiérarchie claire, CSS d'abord, transition, Vue, motion. Bon, il en sait déjà plus que moi. Respecte systématiquement des animations un peu réduites. Refuse d'introduire une dépendance sans justifier le trade-off. Ok. Il nous propose ensuite de créer des conventions pour Vue. Bon, on va laisser un agent qui va auditer l'accessibilité. Ça, c'est vrai que ça peut être pas mal dans un pipeline d'agents. On va pas le faire, mais ça peut être cool. Moi, ce que je vais faire, je vais simplement copier ça et créer dev-front.md et lui copier ça. Je vais lui demander de créer un nouvel agent. Du coup, je veux un dev backend senior sur Django et Python. Hop. Il doit être sensible à la performance et expert en sécurité logicielle. Il est en charge et également de la structure de la DB et des jeux de données pour le dev. Pourquoi je lui précise ça? En gros, c'est que je veux qu'il gère les tables SQL via des queries et pas comme il avait fait dans la précédente démo avec un synchronize true. En Python, je sais pas comment ça marche exactement, quel ORM il va utiliser, mais je veux pas qu'il fasse ça comme ça. Je veux qu'on ait vraiment des fichiers .SQL, qu'on puisse aller regarder ce qu'il y a dedans. Et je vais peut-être lui préciser créer l'agent dans .github /agents/ devback.md. On attend. Ok, parfait. Donc cette fois, il a bien créé au bon endroit dans devback. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce que fait cet agent, Django Python Senior Backend Developer. Parfait. Database first. Chaque feature commence par un modèle et les contraintes. Migration réversible. Index explicite. Ça c'est nickel. Sécurité top 10 WASP. Bon, parfait. Performance. Il va essayer d'avoir cette vision aussi performance et il s'occupe de gérer les données pour que l'équipe de dev puisse travailler proprement. Donc je vous laisserai parcourir les agents, ce qu'il a créé exactement, on va pas parcourir forcément, mais il utilise ses propres instructions, donc techniquement ça garde un format optimal. Maintenant, dernier point, on va devoir modifier notre workflow. Donc notre workflow il se trouve ici, donc c'est une instruction et là on n'avait que 3 agents, donc PM, lead et dev. Il va falloir qu'il modifie ce workflow de façon à intégrer les 2 nouveaux devs et supprimer l'ancien. Ce qu'on peut faire, on va essayer d'utiliser un autre modèle. On va utiliser Claude IQ parce qu'il utilise 1/3 de crédit par rapport à Claude Sonnet 4. On va essayer, ça c'est quelque chose d'assez simple, il va juste manipuler des fichiers MD, donc techniquement il devrait y arriver. On aurait pu le faire aussi pour les agents au final. Donc là on reste en mode agent, ok. On va lui préciser ce workflow d'instruction et on va lui fournir aussi dans le doute les agents, même si je suis sûr qu'il les aurait trouvés. Donc je souhaite modifier le workflow. L'agent dev doit être supprimé au profit de dev-back, dev-front. Modifie le workflow. On va le complexifier un petit peu pour que le lead ordonnance de façon séquentielle
le dev du back plus review plus itération si nécessaire, puis ensuite seulement le front plus review plus itération. Une fois que les deux sont ok, on renvoie au PM. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est qu'on va voir en segmentant un peu mieux la code review, peut-être qu'on aura des choses un peu plus précises et pertinentes. C'est parti. Ok, il a terminé. Donc perfect, j'ai modifié le workflow d'agent pour passer le dev générique à une architecture dev back dev front orchestrée séquentiellement par le lead. Donc on a roadmap ready, ça va vers dev back, impl back down, review back down, needs revision, impl front down, ok. Donc il fait bien ce qu'on lui a demandé. Pipeline séquentiel, déjà partiellement en place, ok ouais. Rail mise à jour 5 checkpoints humains au lieu de 3. Après brief ready, roadmap ready, implémentation back down, implément front down et validated. Ok, ça fait peut-être beaucoup, mais pourquoi pas. Le rôle du lead explicite, ordonnance, le séquencement, la séquence back puis front, gestion des erreurs, await input pour peut-être loguer par PM, lead dev back ou dev front selon le contexte. Et donc il a changé juste workflow.instruction, on va regarder. Il y a encore des notions de dev. Là, je vais lui mettre dev-étoile. Il comprendra que c'est front et back. Petite déception, il m'a pas supprimé directement dev.md. Bon, moi je le fais à la main, c'est pas grave. Et voilà, on est prêt avec notre nouveau workflow optimisé et un petit peu amélioré. On peut maintenant passer au cadrage du projet. Donc l'objectif, c'est de créer une application de location de vélo pour des particuliers, des touristes. Au niveau des entités principales, donc on aura des clients, des vélos, des réservations. On va omettre volontairement la partie facturation et aussi le back-office, c'est-à-dire la gestion des données par le staff. On se positionne comme client qui veut réserver un vélo dans une application en fonctionnement nominal, donc avec des données et tout ce qui va bien. Donc parcourons rapidement le domaine.md qui a été généré à partir de ce que je vous ai dit précédemment. Donc, présentation. L'objectif est de simuler un parcours utilisateur d'un client souhaitant louer un vélo. L'application permet de visualiser une flotte disponible et d'effectuer des résas sur une période donnée. Il m'a bien mis les 3 entités comme je lui ai demandé. Il a lui-même défini certains attributs, ce qui paraît plutôt cohérent. Nickel. Le parcours utilisateur et les fonctionnalités, donc consultation du catalogue, ça sera de la lecture des vélos. Avec éventuellement des filtres, parfait. Processus de résa, donc ça sera un create en fonction d'un vélo, d'un utilisateur et d'une période. Gestion des résas, read et suppression. Une logique métier. Pour cette démo, on considère les règles simplifiées suivantes. Disponibilité, un vélo peut être réservé plusieurs fois tant que les créneaux horaires ne se chevauchent pas. Normal. Statut de réservation, par défaut, toute nouvelle réservation est confirmée. Ok. Et calcul de durée, l'application doit calculer automatiquement la durée, exemple 2 heures, à partir des dates saisies. Et il prévoit qu'on aura 3 écrans, donc une galerie de cartes pour les vélos, un formulaire de saisie avec des sélecteurs de dates, ok, et une liste récapitulative des réservations actives en cours. Ça me paraît cohérent. On va pouvoir démarrer. Donc je me suis remis en Claude Sonnet 4.6, vu que là on va partir en mode développement, et on va prompter ce qu'on veut. Donc le client souhaite que l'on commence le développement de son app de location de vélo. C'est le démarrage, on le précise encore, du projet. Aucun code existant à ce stade. Les fichiers de spec ont été remplis. Démarre l'implémentation. J'ai oublié de vous dire, j'ai aussi rempli à la main les specs. Donc
vu, comme on l'a dit, Python et Django, Postgre, Docker Compose. Et j'ai changé du coup localhost 8000. Donc c'est parti, on se retrouve dès qu'il y a des questions de la part de l'IA. Alors ça y est, le brief est arrivé, donc il me demande de le valider pour pouvoir lancer le lead. Là on voit qu'il me le demande pas comme la dernière fois. Alors, des comportements différents entre les deux démos. Donc je vais être obligé de lui dire simplement oui, go ou un truc comme ça. C'est dommage. Le brief est prêt dans brief.md avec Get User Story, consulter le catalogue de vélo, réserver un vélo, consulter mes réservations, annuler une réservation. Ok. Donc si on regarde, il a créé les 3 fichiers nécessaires à ma feature. Ok, c'est parfait. Je vous laisserai le parcourir, mais on va lui faire confiance, tout simplement. Et là, je lui dis go. Ça y est, le plan technique est prêt avec le backlog. Donc on voit qu'il nous a modifié les logs, ça c'est très bien. On va keep ça. Et il nous a modifié le fichier d'implémentation, donc avec les différentes tâches. Donc commencer par infra Docker plus structure projet, ensuite modèle Django bike et réservation, site data. Donc on a vraiment des tâches dédiées au back, c'est parfait, des tâches dédiées au front, donc il va pouvoir envoyer ça séquentiellement. Et au niveau du brief, qu'est-ce qu'il a choisi comme décision au niveau de l'architecture? Donc Django Ninja versus Django REST Framework, qu'est-ce qu'il a choisi? Il part sur Django Ninja retenu et il nous explique pourquoi, c'est bien, ça fait un peu de culture. Il expose des endpoints via des décorateurs analogues à FastAPI, génère automatiquement un schéma OpenAPI, cool, et s'intègre nativement avec les types Python. Pour un MVP avec des schémas simples, bike réservation, la concision du code est un avantage décisif. Les schémas pas identiques via Ninja.schema couvrent la validation en entrée, ce qui rend les règles métiers lisibles directement dans le code, conforme au pattern. Ah, bien. Ok, donc il nous liste les alternatives qu'il a considérées, c'est bien. Il nous dit là où ça va être nécessaire. En date technique, on est au courant qu'il n'y a pas d'authentification, pas non plus de pagination parce qu'on est sur un MVP. Donc, petit risque, Django Ninja moins connu que DRF. Bon, faut aller voir la documentation officielle complète. On s'en fout que ce soit moins connu, vu que tant que l'IA elle sait lire une doc, nous, pas besoin de plus. Ok, modèle de base de données, donc il nous a fait un genre de schéma de base. Très bien. Donc on n'a pas d'entité client finalement, pas de type client séparé, les noms et l'email sont des champs plats dans réservation. Assez pour le MVP. Alors potentiellement, là c'est qu'une démo, donc on va pas contredire ce qu'il fait. Mais si on était vraiment en train de développer une vraie appli, pour un vrai client, ça c'est pas quelque chose qu'il faut faire, quoi. Il nous faudrait un champ, une entité client, déjà parce qu'il y aura de l'authentification à terme, il y aura du paiement, donc clairement là on part sur un choix purement démo MVP. Donc là ça passe. Mais bon, voilà, il nous le dit là aussi, acceptable au MVP finalement. Il a pensé à une table client séparée, surcharge pour un MVP sans authentification ni profil client. Donc là on voit quand même qu'il fait des raccourcis, et si on n'est pas là pour vérifier qu'on part dans la bonne direction, ça peut dévier, et à terme être plus compliqué, prendre plus de temps à rattraper. Donc là il y a une logique de disponibilité avec une détection de chevauchement. Donc là il estime comment il va le faire. Qu'est-ce qu'il a choisi? Une requête via l'ORM de Django et pas du SQL pur. Et une dernière, identification visiteur par email. Donc là il a une question ouverte. Mes réservations nécessitent d'identifier le visiteur, pas d'authentification au MVP. Ok, donc là il fait pareil, un petit raccourci, bah forcément vu qu'on est en mode démo. Et là, cette fois il nous propose bien les petits boutons. Donc c'est propre à l'IA, des fois il n'y a pas tout à fait les mêmes comportements entre chaque truc. Donc on passe en roadmap ready et on invoque le dev. Let's go. Alors on se retrouve pendant que le dev front est en train de travailler, la boucle back est terminée. Donc l'implémentation du back est done dans les logs et la review a été approuvée. Donc si on regarde un peu plus en détail ce qui se passe, donc il est allé nous cocher toutes les tâches, ça c'est plutôt pas mal. C'est plus lisible que sous forme de tableau comme il a fait lors de la première démo.
Donc il faudra peut-être voir pour renforcer cette façon d'écrire les fichiers impl.md. Donc toutes les tâches sont validées et il a donné dans la review du bac quelques observations. Donc il a bien suivi un pattern de renforcement par rapport au fait qu'on lit bien le métier au niveau du code. Donc il a fait quelques observations. Il nous marque les points positifs. Donc le git ignore par exemple. Il est directement là, donc c'est parfait. 11 tests couvrent les différents cas. Pas d'injection SQL, Django ORM exclusivement. Ok. Donc il a choisi de faire via l'ORM, ça c'est pas mal aussi, au final c'est vachement pratique les ORM pour ça. Pas de secret hardcodé, donc a priori il est assez content. Approuvé, le backend peut être déployé, le front-end peut démarrer. Il met même une petite note pour le dev front. Le client email n'étant pas validé côté back, le front-end doit implémenter une validation de format email dans le formulaire de réservation. Ok, ça roule. Donc si on va voir le code, alors en Python, moi je suis pas forcément hyper au point. On va déjà démarrer par le Dockerfile. Donc on est bien en multi-stage avec un stage dev. Après je ne sais pas s'il a les builds pour vérifier. Ok, le Docker Compose, il nous a bien fait avec la target dev. Passer par un en file, le health check, la base de données, pareil, parfait. Nickel. Le point env, il est allé mettre les infos, il a créé un point env.example. Ensuite, si on regarde au niveau du code Python, donc là je suis pas un expert, mais c'est aussi ça l'intérêt des agents. Donc il démarre une appli Django, ok. Donc on retrouve les migrations ici. Donc une migration pour réservation, il doit y avoir une aussi pour bike logiquement. Donc là il a créé le modèle pour les vélos et le modèle pour les réservations via des migrations, c'est nickel. Et ensuite, je sais pas vraiment ce qui se passe là-dedans. Ici, on a peut-être les routes. Ouais. Non, API, on a la route get pour avoir les vélos. Et ici, on a les différentes routes. Ok, bon, je vais pas plus loin que ça au niveau de la review de code. Je vous laisserai aller regarder. Alors, le temps qu'on ait fait ça, il nous dit que le dev front a terminé. Ok, il a déjà terminé la vue front-end. Toutes ces tâches, avant de passer à la code review, peux-tu valider de ton côté? Bon, pourquoi pas, on peut essayer. Alors, parcours à vérifier, catalogue de vélo s'affiche, et je vais aller vérifier ça. Donc on fera un petit tour de l'appli, mais en tout cas l'appli démarre, donc on va lui dire que c'est ok pour l'instant, et on va voir ce qui se passe au niveau de la review de code. Ok pour moi. On y est, phase finale, donc toute la feature a été validée et fermée par le PM. Donc on va vite faire regarder tout ce qui s'est passé. Donc au niveau des logs, donc on s'était arrêté là, le lead avait validé le back. Ensuite le dev front est parti en mode implémentation, ok. Le lead a demandé une révision. Alors pourquoi myreservation.view affiche r.bikeid au lieu du nom type de vélo, ok. Donc la US03 n'était pas satisfaite. Donc il a demandé une correction, le dev l'a appliqué, le lead a revalidé l'intégralité et le PM a pu close l'implémentation complète. Au niveau de l'implémentation, donc les tâches du back-end c'était déjà bon, les tâches du front-end c'est bon, code review back, ok, code review front, approuvé après itération, donc là il nous met bien ce qu'il a fait, il nous donne les points positifs que je vous laisserai regarder en détail, et approuvé, le front-end est conforme aux US 1 à 4. Ensuite, donc, le lead a fait une validation technique, donc par rapport à ses décisions d'architecture. Donc il valide qu'on utilise bien Ninja, Postgre et Django, les durées sont persistées, bon, voilà. Il valide tout ce qu'il avait demandé. Il voit qu'il y a des dérives implicites détectées. En cas d'échec silencieux, les noms des vélos s'affichent par 3 petits points. Bon. Ok, donc ça, c'est des petites pistes d'amélioration pour nous, en tant qu'humains, à intégrer, soit dans un sprint, en disant qu'il y a ces
ces dérives qui ont été mises en place, donc à corriger, soit via un petit prompt pour dire de résoudre ces petits problèmes-là. Ok, donc au niveau du PM, il a clôturé le truc, il a fait une rétrospective, ok, parfait. Donc ce qui a bien fonctionné, co-localisation, bon pareil, je vous laisserai regarder. Et donc il a bien listé ce qui a bien fonctionné et ce qui était peut-être à améliorer. Est-ce qu'il est allé modifier le fichier de feedback? Oui, donc là il a ajouté ces deux comportements à éviter. Lui il doit être renforcé, il l'a pas mis au bon endroit, tiens. C'est un peu loupé. Je vais le déplacer. Donc heureusement qu'il y a ce petit truc là. Donc éviter le truc par rapport à l'email client et renforcer. Bon, à regarder plus en détail. On va faire une petite code review du front-end assez rapide avant d'aller voir le résultat final, donc la partie la plus wow. Alors au niveau du front-end, on est bien avec un 8, bon, vu qu'il a tout validé, c'est ok. Donc dans src main.js, on a un routeur pour le catalogue des vélos et / mes réservations pour voir les réservations, ok. App.view, il affiche routeur view. Au niveau des vues, j'ai bien mon catalogue et mes réservations, ok, bon, ça roule. Mes réservations avec le DOM et les différentes fonctions, c'est plutôt propre. Au niveau du code, c'est assez synthétique. On a des composants, donc une carte pour voir le vélo, très bien, et une carte pour une modale pour faire la réservation, très bien. Et au niveau des API, on a un fichier qui répertorie toutes les fonctions pour faire les appels à l'API. C'est plutôt clean, c'est assez succinct, mais c'est plutôt efficace. On switch sur la vue du résultat. Alors voici la page, le front, donc on a bien une vue avec la liste et le catalogue des vélos sous forme de carte. On voit bien le nom du vélo, le type, le taux horaire, ok. Est-ce que les filtres fonctionnent? Oui, les filtres fonctionnent. Nickel. Mes réservations, on va voir après, on va essayer de faire une réservation du VTT par exemple. Alors je m'appelle email a.a@a.a et on va faire une réservation pour samedi de 10h à 10h30 à samedi 13h30. Ça devrait me prendre 3 heures, donc il a raison, c'est bien, le calcul fonctionne. Si je mets 14, nickel, ça se modifie. 48 € parce que c'est 4 heures à 12 € de l'heure. Parfait, je confirme. Ce vélo est déjà réservé sur ce créneau. Ah oui, ok. Il y avait des données aussi au niveau des réservations. Alors on va faire plus tard, on va faire le 30. Réservation confirmée. Parfait. On va voir les réservations. On voit bien ma réservation du VTT. Elle est dans le futur, donc je peux l'annuler. On va essayer de créer une réservation sur un autre vélo. Celui-là, un électrique. Donc toujours pour lui, mais je vais la faire dans le passé. Donc ça, techniquement, ça serait pas logique qu'on puisse. Je pense pas qu'il ait mis de garde-fou. Confirmer la réservation. Ok, nickel. Donc cette réservation qu'on vient de faire dans le passé, elle est plus supprimable parce qu'elle est dans le passé. Nickel. Si je supprime celle-là, pas de pop-up de validation de la suppression. Ok, donc pour un MVP, c'est plutôt efficace. Maintenant, il y a des soucis fonctionnels, on va dire, des soucis métiers, mais en même temps, la spécification technique qu'on lui a donnée était assez faible. Mais on a le MVP. Là, on pourra s'amuser à améliorer le cahier des charges et dire tout ce qu'on ne devrait pas faire, tout ce qu'on devrait faire en plus par rapport à ce qui existe. Et ça permettrait d'avoir une appli déjà un petit peu fonctionnelle. Concluons maintenant. Alors pour un temps d'implémentation d'environ 1 heure, un petit peu moins d'1 heure même, pour livrer tout ce que vous trouverez dans le repo, c'est plutôt efficace. Clairement, au niveau de Docker,
il s'est bien mieux débrouillé, il a suivi ce que j'avais mis dans les instructions. Donc elles sont peut-être un peu perfectives sur certains points, mais en tout cas il les a respectées. Et on l'a clairement amélioré grâce à ces instructions. On pourrait imaginer ajouter des instructions sur Vue, ou sur Python, ou sur Django, pour avoir vraiment un code de qualité qui respecte les standards de la société dans laquelle on est. Au niveau des deux agents spécialisés, je n'ai pas vu de différence flagrante à vrai dire. Peut-être qu'en continuant le dev de cette appli et en précisant mieux des points UX dans les spécifications, on aurait des choses différentes et plus évoluées. En tout cas dans le code, on voit que c'est propre et correctement structuré. L'avantage de ce nouveau workflow, c'est au moins que c'est mieux segmenté dans le process et on attend un back-end stable avant de démarrer un front-end. Ça évitera peut-être des allers-retours gênants et longs. Et au niveau de la review, elle est clairement mieux ciblée en tout cas. Donc on a vraiment une review front, une review back, et ensuite on passe la main. S'il y a un point qui pêche encore un petit peu, je dirais, c'est le manque de documentation. Le README par exemple que vous trouverez dans le repo, j'ai dû le faire générer après coup. Ça aurait été intéressant qu'ils nous le fournissent en nous disant voilà, il faut faire une migration, ensuite il faut faire le seed, ensuite il faut faire ça, tac tac tac. Ça pourrait être quand même pas mal. Donc on pourrait peut-être envisager avoir un nouvel agent dédié à la rétrospective qui mettrait à jour tous les markdowns, un genre de documentaliste. Voilà pour cette démo numéro 2, on se retrouve pour la troisième et dernière démo. A plus.